La véritable version de Blanche-Neige est immonde! Dans le conte des frères Grimm, la méchante reine ne veut pas que la princesse meure, elle veut la manger, pensant que absorber ses organes va lui transférer sa beauté. Et les tentatives d'assassinat, dans Disney il y en a une, la pomme, dans la version des Grimm, il y en a 3. D'abord, elle lui lasse son corset tellement serré que Blanche-Neige tombe inanimée à 2 doigts de l'étranglement. Ensuite, elle lui plante un peigne empoisonné dans les cheveux, et seulement à la 3e tentative, la pomme, qui reste coincée dans sa gorge, le prince ne la réveille pas par un baiser, ses serviteurs trébuchent en transportant le cercueil, le morceau de pomme sort de sa gorge, et elle revient à elle. À la fin, au mariage de Blanche-Neige, la reine est forcée d'enfiler des chaussures de fer chauffées à blanc, et de danser jusqu'à sa mort devant tout le monde. Évidemment, Disney a préféré retirer tout ça, et aujourd'hui, voyons toutes les histoires cachées derrière 15 autres classiques Disney. La réalité historique des héroïnes Disney. Mulan vient d'un poème anonyme, la ballade de Mulan apparue sous la dynastie des Wei du Nord. Une femme prend la place de son père à l'armée, sert avec bravoure pendant des années, rentre chez elle, ses camarades découvrent à la fin qu'elle était une femme, et ils sont choqués. C'est tout, pas de romance, pas d'empereur, pas de happy end spectaculaire. Le côté vraiment sombre vient de réécriture tardive, notamment un roman du XVIe siècle qui transforme l'histoire en quasi-tragédie. Dans cette version, Mulan rentre du front pour découvrir que son père est mort pendant son absence. Sa mère est remariée, elle n'a plus de famille, plus de point d'ancrage. Et l'empereur la convoque. Pas pour la féliciter, mais pour la prendre comme concubine. Mulan préfère se suicider plutôt que de devenir un objet sexuel du pouvoir. Dans une autre culture, Vaiana en mélange plusieurs. Maori, Samoa, Tonga, dans un décor polynésien qui ne respecte clairement aucune tradition précise. Mais le vrai sujet, c'est lui, Maui. Dans les mythes polynésiens, il est un demi-dieu farceur, souvent jeune, mince, intelligent, ambigu, capable d'exploits cosmogoniques, ralentir le soleil, élever les îles, voler le feu, mais aussi de tromperies qui ont de vraies conséquences. Disney en a fait un gros warrior rigolo, narcissique et un peu bébête, dont le pouvoir repose surtout sur son hameçon magique. Et à cause de tout ça, certains trouvent que son chara-design est insultant. Le film efface aussi complètement Ina, souvent présentée comme compagne ou contrepartie féminine de Maui. Les Kakamora, réinventés comme une armée de pirates en noix de coco rigolote. Passons à Pocahontas, la princesse Disney avec les cheveux au vent, la romance avec John Smith, la réconciliation entre les deux peuples et la musique l'air du vent. Un des plus beaux films de la firme visuellement, et probablement un des plus problématiques historiquement. Dans le film, Pocahontas est une jeune femme adulte. Dans la réalité, quand elle rencontre John Smith en 1607, elle a entre 10 et 12 ans. Smith est un soldat adulte, donc Disney a vieilli le personnage. D'ailleurs, son vrai prénom n'est même pas Pocahontas, c'est un surnom qui signifie à peu près la joueuse. Son vrai nom est Amonut ou Matoaka. La scène emblématique où elle sauve John Smith d'une exécution, elle vient uniquement du récit de Smith lui-même, écrit des années après les faits. Beaucoup d'historiens pensent qu'il a soit exagéré, soit mal compris un rituel Powhatan symbolique. Et voilà ce que Disney n'a pas raconté. En 1613, Pocahontas est capturée par les Anglais et retenue en otage pour faire pression sur son père dans le cadre d'une guerre coloniale. Pendant cette captivité, elle est convertie de force au christianisme, baptisée Rebecca et poussée à adopter les mœurs européennes. Elle épouse un planteur de tabac, on l'exhibe dans des salons londoniens comme preuve que le projet colonial fonctionne, puis meurt probablement d'une maladie européenne à 21 ans. Les versions les plus sombres des contes de fées. Cendrillon a eu plusieurs versions. Le film ressemble plutôt à celui de Charles Perrault, mais 2 autres sont aussi intéressantes. Toujours avec les frères Grimm, pas de fée marraine, pas de citrouille, la magie vient d'un arbre planté sur la tombe de sa mère. Pour entrer dans la pantoufle, les demi-sœurs se coupent des morceaux de pied, l'une coupe ses orteils, l'autre coupe un morceau de talon. Le prince ne voit rien jusqu'à que des oiseaux l'avertissent que le sang déborde de la chaussure. Et au mariage, ces 2 mêmes oiseaux viennent crever les yeux des 2 sœurs qui finissent aveugle la vie. Mais bien avant, un écrivain italien du XVIIe siècle écrit sa version. L'héroïne, Zezola, tue sa belle-mère lorsque sa nourrice la persuade de faire claquer violemment le couvercle d'un coffre sur la nuque de la femme, lui brisant le cou. Le père épouse ensuite la nourrice, qui se révèle encore pire que la première.
Donc Zezola a assassiné une femme pour rien. Ce même auteur s'est aussi occupé d'écrire sa version de La Belle au bois dormant. Soleil, Lune et Thalia. L'héroïne Thalia se pique le doigt, tombe dans un sommeil proche de la mort et, abandonnée par son père, est découverte endormie par un roi de passage qui ne parvient pas à la réveiller. Alors, il la viole pendant son sommeil. Repart chez lui et Thalia, toujours inconsciente, accouche de jumeaux. Ce sont les bébés, en tétant son doigt, qui retirent l'écharde et la réveillent. Oui, me demandez pas comment. Mais le pire, c'est que la femme légitime du roi découvre l'existence de Thalia et des enfants. Elle ordonne au cuisinier de tuer les jumeaux, de les faire rôtir et de les servir à son mari. Le cuisinier, pris de pitié, cache les enfants et sert de la viande de mouton à la place. Mais la reine croit réellement que son mari a mangé ses propres enfants. Et quand la vérité éclate, le roi fait jeter sa femme dans un brasier. Dieu merci, le nombre d'enfants traumatisés s'ils avaient été la véritable version. Mais cet auteur ne s'est pas arrêté là. Et préparez-vous à ruiner votre vision de réponse. Dedans, elle s'appelle Petrocinella. Sa mère vole du persil dans le jardin d'une ogresse. Surprise, elle promet de lui donner son enfant. L'ogresse l'emmène et l'enferme dans une tour, n'y accédant qu'en grimpant à ses cheveux, et lui enseigne aussi la magie. Quand un prince commence à lui rendre visite en secret, une voisine dénonce l'affaire. Petrocinella surprend alors l'ogresse qui prévoit de la tuer et de la manger. Puis elle s'enfuit avec le prince en volant 3 noix magiques, les jette derrière elle et elle se transforme en monstres qui finissent par dévorer l'ogresse. Disney c'est plutôt basé sur la version des Grimm, plus classique mais quand même bien dark. La fille tombe enceinte, la sorcière le découvre, lui coupe les cheveux et l'exile dans un désert où elle accouche seule de jumeaux et vit dans la misère. La sorcière attire ensuite le prince et le précipite du haut de la tour dans des ronces qui lui crèvent les yeux. Il erre aveugle pendant des années. Il ne retrouve la vue que lorsque les larmes de réponse tombent sur ses yeux. Bon, finissons avec la petite sirène. Dans le film, Ariel perd sa voix, tombe amoureuse, embrasse le prince, tout va bien. Dans le conte d'Andersen, chaque pas qu'elle fait sur ses nouvelles jambes lui donne l'impression de marcher sur des couteaux. En permanence, les pieds en sang. La sorcière ne lui prend pas juste sa voix, elle lui coupe la langue. Le prince, il épouse quelqu'un d'autre, convaincu que c'est elle qui l'a sauvé. Les sœurs de la sirène vont voir la sorcière et sacrifient leur propre chevelure pour obtenir un couteau qu'elle apporte à leur sœur avec un message simple. Si elle tue le prince et laisse son sang couler sur ses pieds, elle redevient sirène et ne meurt pas. Elle refuse, elle jette le couteau à la mer et se dissout en écume. Les mythes et légendes déformées. Hercule, fils de Zeus, kidnappé par Hadès, le grand méchant, doit prouver qu'il est un vrai héros pour rejoindre l'Olympe. Romance avec Mégara, fin heureuse, montage musical avec les muses. Dans la mythologie grecque, le héros s'appelle Héraclès. Il naît de l'adultère de Zeus avec une mortelle, Alcmène, ce qui déclenche la haine obsessionnelle d'Héra, la persécutrice numéro 1 qui essaye déjà de le tuer bébé en envoyant 2 serpents dans son berceau. Ça, Disney le garde, à peine édulcoré, ce qu'ils effacent complètement, c'est la suite. Héra le rend fou, littéralement. Alors, Héraclès massacre sa femme, Mégara, et leurs enfants. Et les 12 travaux, dans le film, c'est un parcours de héros pour gagner sa place chez les dieux. Sauf que dans la mythologie, c'est plutôt une punition. Tuer le lion de Némée, nettoyer des étables géantes en un jour, descendre aux enfers, chercher Cerbère, et les rôles divins, Disney les inverse complètement. Héra, la grande ennemie d'Héraclès, dans tous les textes, devient une mère aimante. Hadès, dieu des morts, plutôt neutre dans la mythologie grecque, devient le grand méchant caricatural avec les flammes bleues et les vannes. Dans Aladdin, c'est pareil, plein de choses ont été modifiées. Le conte de base n'appartient probablement même pas au noyau ancien des Mille et Une Nuits, le livre recueillant plein de contes anonymes en langue arabe. Il serait entré dans le recueil au XVIIIe siècle via un traducteur français inspiré d'un conteur syrien. Dans le texte original, Aladdin n'est pas un street kid débrouillard et attachant, c'est un garnement paresseux d'une famille très pauvre, vivant en Chine. Et le magicien n'est pas Jafar, c'est un sorcier africain qui se fait passer pour l'oncle perdu de vue d'Aladin, manipule lui et sa mère pendant des semaines, puis l'enferme volontairement vivant dans la caverne dès qu'il a la lampe en vue. Plus tard, ce même sorcier revient pour se venger. Il se déguise en marchand ambulant, lance l'offre des lampes neuves contre des vieilles, récupère la lampe et fait littéralement disparaître le palais avec la princesse jusqu'en Afrique. La princesse, dans le palais transporté, doit supporter la présence forcée du sorcier qui vient la voir quotidiennement, jusqu'à ce qu'elle
complote avec Aladdin pour l'empoisonner lors d'un repas. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Un deuxième antagoniste débarque, le frère du sorcier. Encore plus retors, il assassine une femme respectée pour voler son identité et infiltrer le palais dans le but de tuer Aladdin. Et enfin, parlons du Roi Lion. Disney a toujours présenté le film comme une histoire originale. Sauf que la structure calque de très près celle d'Hamlet de Shakespeare. Un prince voit son père roi assassiné par son oncle qui usurpe le trône. Il est hanté par une figure paternelle surnaturelle. Il hésite entre fuir ses responsabilités et confronter l'usurpateur, puis s'exile avant de revenir pour reprendre le pouvoir. La vraie différence, Hamlet se termine en bain de sang total. Presque toute la famille royale y passe, y compris le héros. Le Roi Lion, lui, se termine sur Simba victorieux, Scar dévoré par les hyènes et l'ordre naturel restauré. Quand Disney déforme les romans. Commençons par un cas extrême. Dans le bossu Notre-Dame, Quasimodo est le gentil. Esmeralda survit, Frollo tombe dans le plomb en fusion, Paris applaudit, fin heureuse. Dans le roman de Victor Hugo, tout le monde finit brisé ou mort. Première différence, et elle est énorme, Frollo n'est pas un juge dans le roman, c'est un archidiacre, un prêtre, et il est obsédé sexuellement par Esmeralda, déchiré entre son désir et sa foi. Disney a changé son métier pour éviter le cliché classique d'un homme d'église libidineux. Bon, ça on peut capter. Dans le roman, Quasimodo est publiquement fouetté et exposé au pilori sur la place de Grève, sous les moqueries de la foule qui le hait pour sa laideur. Il implore de l'eau, la foule se marre et Esmeralda, seule, lui apporte à boire. C'est ça leur premier vrai moment de connexion, pas une chanson sur un doigt. Phébus, le beau capitaine, lui, il organise un rendez-vous avec Esmeralda dans une maison plutôt louche alors qu'il est déjà fiancé à quelqu'un d'autre. Frollo les espionne, sort de l'ombre, poignarde Phébus et fuit. Esmeralda se retrouve accusée de tentative de meurtre et de sorcellerie, est torturée jusqu'à avouer, puis condamnée à être pendue. Quasimodo la sauve, la cache dans Notre-Dame pour lui faire bénéficier du droit d'asile. Mais quand les truands attaquent la cathédrale pour la libérer, Frollo profite du chaos, il l'emmène hors de l'église et lui pose un ultimatum. Couche avec moi ou tu meurs. Elle refuse, il la livre à l'exécution. Esmeralda est pendue du haut de la cathédrale et Frollo, en voyant son corps se balancer au bout de la corde, il éclate de rire. Ce qui déclenche la rage de Quasimodo, qui le saisit par le cou et le balance du haut de Notre-Dame. Et la vraie fin heureuse, la dernière scène du roman, des années plus tard, un fossoyeur découvre dans une fosse commune 2 squelettes enlacés. Une femme portant le collier d'Esmeralda et un homme difforme, colonne tordue, qu'on identifie comme Quasimodo. Et quand on essaye de le détacher, les os tombent en poussière. Quasimodo n'a jamais été accepté par le peuple. Il est allé mourir aux côtés du cadavre de la seule personne qui l'ait jamais traité avec humanité. Pinocchio est une histoire de rédemption. Il fait des erreurs, apprend, se sacrifie, devient un vrai petit garçon. Le feuilleton de Collodi est différent. À la base, il voulait le finir avec l'exécution de Pinocchio, pendu pour ses fautes. C'est l'éditeur et les lecteurs qui ont insisté pour qu'il continue l'histoire. La conscience de Pinocchio est un simple grillon parlant, sans nom. Pinocchio lui balance un marteau à la tête et le tue net. Dans le film, Jiminy a une toute autre destinée. Gepetto, lui, est battu, emprisonné. La fée bleue apparaît d'abord à la fenêtre d'une maison dont Pinocchio veut forcer la porte. Elle lui dit, depuis la fenêtre, qu'elle est morte et qu'elle attend son cercueil. Gédéon et Grand Coquin sont déguisés en assassins, essayent de le poignarder, mais il est en bois et les lames ne le pénètrent pas. Alors il l'attache, lui passe une corde au cou et le pend à un arbre. Le texte décrit ses spasmes, sa langue qui sort, ses jambes qui se raidissent. La fameuse morale qui dit « si tu désobéis, on te pend ». C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, lâchez-nous votre meilleur like et votre abonnement. On n'a pas parlé de toutes les histoires cachées derrière les Disney, mais il y en a d'autres. N'hésitez pas à nous les raconter en commentaire si vous en connaissez. D'ailleurs, on a cette vidéo à vous proposer, promis, elle est très cool. C'était Ikutsen et Meili, ciao tout le monde.